Un spectre hante la France, celui de la Révolution. 1789 a coupé la France en deux et depuis 2 siècles et demi s'affrontent dans notre mémoire nationale mythes révolutionnaires et contre-révolutionnaires. La France est ce pays où l'on dresse des barricades et où plane la figure du roi, cette monarchie républicaine où l'ombre de la guillotine et de la guerre civile ne sont jamais très loin. Alors comment la Révolution est-elle devenue notre mythe fondateur et son pendant, la contre-révolution, une forme de contre-mythe? La figure du roi hante-t-elle toujours la vie politique française? Le clivage droite-gauche dont nous sommes les héritiers, et vient-il de cette révolution française? On en débat dans le club Le Figaro ID ce soir avec mes 2 invités, 2 historiens, Emmanuel de Varesquiel et Baptiste Roger-Lacan. Bienvenue. Bonsoir à tous les deux et bienvenue dans le club Le Figaro ID. Une fois n'est pas coutume, on va parler histoire dans ce club, enfin en tout cas de l'histoire d'une idée, puisque la Révolution est d'abord une idée, la Révolution française et comment elle a imprimé notre mémoire nationale. Je vous présente Emmanuel de Varesquiel, vous êtes historien, auteur d'une œuvre imposante sur le XVIIIe siècle. Je signale particulièrement votre biographie remarquable de Jeanne du Barry, mais aussi de Talleyrand, votre livre sur le procès de Marie-Antoinette, Juger la reine, et vous avez publié cette année « Il nous fallait des mythes, la Révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours », et vous publiez plus récemment, ces jours-ci, « Rien ne passe ». Tout s'oublie, on verra si c'est sorti hier. Hier, voilà, cette semaine, puisque nous enregistrons. Chez Taillandier, c'est un recueil de vos chroniques où vous nous parlez à la fois de Talleyrand, de Tintin et Milou, de la Russie. Belmondo. De Belmondo, voilà. C'est assez éclectique et c'est savoureux à lire, ça se dévore. Baptiste Roger-Lacan, vous êtes agrégé et docteur en histoire, spécialiste des droites, des contre-révolutions européennes du 19e siècle à nos jours. Et vous publiez ce livre, Le Roi, une autre histoire de la droite, qui est un condensé de votre thèse que vous avez consacré justement à cet imaginaire contre-révolutionnaire de la fin du 19e siècle jusqu'au régime de Vichy. Et vous avez épluché, vous, la littérature contre-révolutionnaire. Et c'est une somme passionnante, une plongée dans cette contre-culture contre-révolutionnaire. Alors, je voudrais débuter cette émission en vous posant une question un peu intime, un peu personnelle, qui est votre rencontre justement avec ce sujet de la Révolution. Vous, Emmanuel de Varesquiel, comment vous en êtes venu à vous intéresser en tant qu'historien à ce pavé dans notre histoire qu'est la Révolution? Alors, pas tout de suite. Je me suis d'abord promené dans le 19e siècle. Ma période initiale, celle sur laquelle j'ai soutenu ma thèse, c'est ce qu'on appelle les monarchies constitutionnelles, c'est-à-dire des périodes postérieures à la Révolution, 1814, 1830, 1848. Pourquoi? Parce que, d'abord par des lectures. Je dois dire que la lecture, je suis passé à l'histoire par la littérature, ça arrive souvent, non seulement Dumas, Balzac et quelques autres, et Hugo, mais aussi des essayistes plus contemporains. Je pense à José Cabanis, qui a écrit un magnifique Charles X, Roi Ultra, que notre ami a certainement lu, et qui m'ont beaucoup influencé. Avant les historiens, François Furet, qui a été un peu mon maître à penser, Francis Haskell et quelques autres. Et donc je me suis intéressé à cette période particulière parce que je pense que la vocation de l'historien tient au fait qu'on a une sensibilité particulière au temps. J'ai vécu mon enfance à 1000 milles de toute terre habitée, si j'ose dire, dans un fond de bocage de l'ouest de la France. Et repensant à cette enfance, je pensais à cette magnifique phrase de Julien Gracq, alors qu'il évoque l'assiette sur les bords de la Loire à Saint-Florent-le-Vieil. Et il dit à peu près ceci: à 5 ans, à 10 ans, j'avais le sentiment que le monde passait très au large. C'est exactement ce que j'ai éprouvé, ou ce que j'éprouve a posteriori de mon enfance. C'est-à-dire une enfance, au fond, les pieds dans le 19e siècle, une enfance anachronique, qui n'avait pas grand-chose à voir avec celle de mes contemporains. Et c'est ce goût pour les anachronismes, pour les décalages, pour les chevauchements de l'histoire qui m'a conduit précisément à cette passion pour le passé, à cet intérêt que j'ai pu avoir pour le passé. Et
à ces périodes-là, qui sont précisément, d'un point de vue générationnel, d'un point de vue politique, du point de vue de la réorganisation de la société, cette période de la Restauration, une période littéralement de chevauchement de deux mondes. L'ancienne France, comme on disait à l'époque, et la France nouvelle. L'ancienne France qui était celle des intérêts et des idées de l'Ancien Régime, et la France nouvelle qui est celle des intérêts et des idées de la Révolution française. Et donc, travaillant pendant plusieurs dizaines d'années sur ces périodes-là, je me suis aperçu littéralement que la Révolution passait en travers de tout le 19e siècle. Elle était comme une sorte de mur de verre invisible qui séparait deux sociétés, deux peuples, comme le dirait Guizot dans un de ses essais politiques connus de la Restauration, et que j'ai éprouvé le besoin, assez rapidement, d'aller y voir d'un peu plus près. Donc j'ai commencé, je suis biographe par ailleurs, donc j'ai commencé par la biographie de Joseph Fouché. J'avais un peu traversé la Révolution en bas de soie et perruque poudrée sur le dos de Talleyrand, si j'ose dire. Mais avec Fouché, là, j'arrivais un peu au cœur du sujet, c'est-à-dire en pleine terreur. Fouché a du sang sur les mains, c'est le mitrailleur de Lyon, comme l'on sait, en décembre 1793, ce conventionnel en mission, régicide. Et donc, je me suis vraiment intéressé à cette période de la terreur. Et puis ensuite, j'ai éprouvé le besoin, vous savez, très souvent, l'historien change d'angle de tir. Il prend son sujet, ça lui permet de poser des questions différentes. Il prend son sujet de façon un peu différente. Donc après cette biographie, j'ai eu l'envie d'écrire une sorte de diptyque et qui tournerait autour d'une conjonction de coordination entre deux événements et deux lieux. Donc le premier, je l'ai trouvé très facilement parce que la conciergerie, le musée de la conciergerie m'avait demandé de réfléchir à une réorganisation de la muséographie de la conciergerie, et je m'étais promené pendant quelques jours en solitaire, si j'ose dire, dans ce qui est présenté comme la cellule de Marie-Antoinette à la conciergerie, qui ne l'est pas parce qu'elle a été transformée en chapelle expiatoire sous la Restauration de 1816, et j'ai eu le sentiment que j'avais là mon premier sujet, c'est-à-dire au fond l'illustration de ce que c'était que la terreur. Deux mondes qui s'affrontent et ne se comprennent pas et se haïssent. C'est le procès de Marie-Antoinette sur lequel personne n'avait travaillé. Juger la reine, Juger la reine. Et puis, s'agissant de ce diptyque, je me suis dit, je vais essayer de travailler aussi sur l'utopie, sur les enthousiasmes, sur les débuts de la Révolution française. Et au début, j'ai choisi la journée du serment du Jeu de Paume, le 20 juin 1789, et je me suis aperçu très vite, vous savez, il n'y a que ceux qui ne pensent pas avoir tort qui se trompent, à mon avis. On tâtonne quand on est historien sur le choix du sujet, sur l'analyse de ses sources, sur beaucoup de choses. L'histoire, c'est vraiment l'exercice du doute. Et donc, j'ai choisi cette séquence que j'appelle la Semaine sainte de la Révolution, qui va du 17 au 23 juin 1789, dans lequel est enchâssé ce fameux serment du 20 juin. Et ça s'est appelé, c'est un livre qui s'est appelé 7 jours. Oui, voilà. C'est un livre remarquable. Voilà comment je suis arrivé à la Révolution. Pardon d'être un peu... Non, pas du tout. Mais merci beaucoup, Emmanuel de Vareskel. Baptiste Roche-Lacan, j'ai envie de vous poser la même question. Comment vous vous êtes intéressé, non pas à la Révolution, mais à la contre-révolution? Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce mouvement contre-révolutionnaire que vous avez étudié? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous intéresser à cette contre-culture? Alors, il y a deux choses. Il y a un peu un hasard. Il se trouve que je suis né un 21 janvier, donc depuis que je suis petit, je pense que j'ai été très tôt marqué par le fait qu'un roi était mort le jour de ma naissance, et je crois que ça me travaillait beaucoup quand j'étais enfant. J'avais un imaginaire, voilà, exactement. J'avais un imaginaire un peu macabre, donc ça me travaillait. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, ça a quand même prédisposé quelque chose. Et puis ensuite, c'est la rencontre avec un professeur. En fait, au départ, moi, je voulais plutôt travailler sur les guerres de religion. C'est un peu une autre période où les Français ne s'aimaient pas, mais j'ai rencontré un professeur, Pierre Cernat, qui avait un cours magistral superbe sur la Révolution française, et qui nous avait fait une remarque en citant un autre historien qui s'appelle Jean-Clément Martin, qui parlait de l'étude de la Révolution française comme l'étude d'un ring de boxe où on montrerait qu'un seul boxeur qui donnerait des coups et se prendrait des coups, mais sans jamais voir l'autre adversaire. Et cet autre adversaire, évidemment, c'est la contre-révolution. Alors, le ring s'est progressivement rempli, il y a de plus en plus de travaux sur la contre-révolution, mais c'est vrai que ça m'a interpellé à l'époque. Et puis, assez vite, je me suis intéressé en fait surtout à la persistance de ces idées. C'est surtout ça qui me travaillait, c'était de savoir comment est-ce que la contre-révolution avait survécu, notamment à l'effondrement de 1830 et donc à la disparition de la dernière tentative de la faire exister à travers un régime. Et donc, je me suis intéressé à la Troisième République, qui pour moi posait un paradoxe, parce que les historiens
le consensus pendant longtemps en histoire, c'était de dire que la contre-révolution comme force politique disparaissait avec la mort du comte de Chambord, qu'elle ne survivait pas à l'échec de la Restauration de 1871-1873, et puis que la mort du comte de Chambord, 10 ans plus tard, mettait définitivement fin à la contre-révolution comme force politique, qui était remplacée à droite par d'autres tendances, l'émergence d'un bloc conservateur, et puis le nationalisme qui vient un peu chambarder les droites radicales. Et en fait, moi, ce que je voyais, c'est que sous la Troisième République, il y a une évidente persistance d'un imaginaire, d'images, de représentations contre-révolutionnaires qui ont un immense succès. Donc tout mon travail, c'est justement d'essayer de comprendre comment ça avait survécu, par quels moyens. D'abord, d'essayer de trouver un dispositif pour aller un peu éprouver mon hypothèse, et puis ensuite, une fois que je l'avais trouvé, c'est-à-dire de faire, c'est un mot un peu barbare, mais la bibliométrie, c'est-à-dire d'aller compter les livres, d'aller voir en fait ce qui paraît, et puis d'aller mesurer ce qui marche, surtout. C'est surtout ça, parce qu'en fait, il peut y avoir 1000 livres qui paraissent, s'il y a 500 lecteurs, on s'en fout. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que les livres qui portaient cet imaginaire contre-révolutionnaire, des années 1880 à la chute de la Troisième République, sont les succès les plus colossaux de l'édition d'histoire, en fait, sous la Troisième République. Donc il y avait un peu ce paradoxe d'un régime républicain installé, qui fait face à des crises, mais qui n'est plus menacé autant qu'il a pu l'être dans les années 1870, et en même temps d'une culture contre-révolutionnaire qui prospère. Donc c'est un peu ça que j'ai essayé que je voulais résoudre comme tension. C'est ça la première question qui m'a amené à l'étude de la contre-révolution. Et vous dites, pour revenir sur la dernière hypothèse de restauration, donc en fait c'est en 1870-1871, avec la chute de Napoléon III, là il y a un créneau dont auraient pu s'emparer les monarchistes pour rétablir il y a deux choses, en fait, le roi. Ils n'ont pas réussi à cause de quoi? De l'intransigeance? Ben oui, en fait, c'est-à-dire qu'on résume souvent ça. Il se passe deux choses, en fait, c'est qu'il y a le Second Empire s'effondre, une assemblée est élue pour faire deux choses, en fait, édifier un nouveau régime et faire la paix. Et juste après l'élection de cette assemblée, Paris rentre en révolution, et en fait, cette révolution-là fait très peur à la majorité de cette assemblée qui est monarchiste, avec deux blocs à peu près de taille équivalente, un bloc orléaniste et un bloc légitimiste, qui sont en désaccord évidemment sur une question dynastique, mais qui sont aussi en désaccord sur des questions programmatiques qui sont très fortes, avec notamment un vrai clivage sur la question du peuple, de la place à lui donner, dans lequel les orléanistes qu'on présente parfois comme des libéraux sont en fait beaucoup plus élitistes, beaucoup plus démophobes que ne le sont les légitimistes. Mais bon, la Commune fait très peur, et donc ces forces monarchistes s'entendent sur l'idée d'une réconciliation dynastique qui achoppe à deux reprises, en 71 puis en 73, sur le refus du comte de Chambord d'accepter le drapeau tricolore, qu'on peut résumer en disant que le comte de Chambord n'était pas très intelligent. C'est pas complètement faux, mais ça dit aussi quelque chose du légitimisme, ça dit aussi quelque chose de l'absolutisme d'un principe, en fait, de l'idée qu'il y a un moment où il y a une ligne qui est tracée, et que cette ligne, sur la question des symboles, on peut pas transiger, en fait. C'est pas possible pour quelqu'un qui est l'héritier d'Henri IV et de Charles X d'aller accepter un drapeau qui est celui de la Révolution française. Emmanuel Varissiel, vous parlez beaucoup des symboles. Je pense que ça tient à des raisons beaucoup plus profondes, qui vont au-delà de l'organisation des pouvoirs d'État, au-delà de la question de l'hérédité, au-delà de la question du symbole, de la couleur du drapeau, mais qui tient à une conception de l'incarnation, et qui explique le fait que orléanistes et légitimistes ne se soient pas entendus jusqu'au fameux amendement en Vallon de 1875 qui conduit à l'élection du président de la République, de la Troisième République. Cette différence, elle tient au fait que certains monarchistes tiennent dur comme fer à une conception transcendantale, mystique, et peut-être pour certains romantique de l'incarnation de la souveraineté par le roi. Et ça, c'est vraiment très important, alors que d'autres ont une conception qui relève plus des quelques épisodes que nous avons connus au début de la Révolution, de la monarchie constitutionnelle, et d'une incarnation de la souveraineté par le peuple. Et elle est là, la différence. Elle est là la grande différence. Et ça explique beaucoup plus, à mon avis, que le grand refus du comte de Chambord, pour reprendre le titre d'un très vieux livre du duc d'Écart, qui a bercé peut-être pas votre enfance, vous êtes trop jeune, mais la mienne, mais beaucoup plus que la couleur du drapeau. Même si le drapeau, à travers tout le 19e siècle, est un élément absolument capital et un symbole absolument pertinent et prégnant des luttes politiques du 19e siècle, dans la mesure même on a affaire à une France
en tout cas en 1789, de 26 millions d'habitants, dont la moitié ne savent ni lire ni écrire. Donc les couleurs, la symbolique des couleurs est extrêmement importante. En 1815, pendant les 100 jours, les affrontements se font à coup de renversement du drapeau blanc pour les partisans de Bonaparte et du renversement ou de la prise du drapeau tricolore, de son piétinement, voire de son autodafé pour les royalistes. Mais la France, en 1815, est aux 2 tiers royalistes. Oui, mais justement, Baptiste Roger-Lacan, comment expliquer que la France n'ait pas suivi une trajectoire comme l'Angleterre d'une monarchie constitutionnelle et est-ce qu'il y a une radicalité dans notre pays qui fait que c'est un peu ou tout ou rien, soit la monarchie absolue de droit divin, soit la République, mais on n'a pas réussi à trouver ce compromis. Il y a une espèce d'intransigeance. Est-ce que c'est dû à l'intransigeance du camp royaliste alimenté par ce mythe contre-révolutionnaire que vous décrivez, ou est-ce que c'est dû à la terreur révolutionnaire qui a légitimement traumatisé ce camp royaliste? Je pense que notre... Alors c'est pas une question facile. Oui, l'exemple britannique est très singulier. Je pense d'une part qu'il faut... La Grande-Bretagne a connu au XVIIIe siècle une longue période de troubles. La Révolution glorieuse, elle était beaucoup moins glorieuse qu'on l'a dit. Il y a effectivement cette transition du pouvoir, mais ensuite il y a la première révolution, on coupe des têtes, et puis la deuxième où il y a pour le coup une guerre civile. Ouais. Exactement, et puis il y a une guerre civile à bas bruit, notamment, enfin pas à bas bruit, une guerre civile qui a été peu médiatisée, mais en Écosse et en Irlande, qui traverse quasiment tout le XVIIIe siècle et qui en fait connaît encore des échos, même pendant la Révolution française, pendant le soulèvement d'Irlande, où les tensions emmagasinées plus d'un siècle avant sont toujours là. Dans le cas français, alors je pense qu'effectivement l'intransigeance des 2 camps a pesé, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'opinion pour laquelle il est inimaginable que la monarchie soit restaurée. On le voit notamment sous la Restauration, où il y a une agitation bonapartiste et républicaine qui se maintient pendant les 15 années que dure ce régime. Et puis, de l'autre côté, et de la même manière d'ailleurs que la contre-révolution n'est pas que la révolution n'est pas un bloc, la contre-révolution n'en est pas un non plus. Du côté de ceux qui rejettent tout ou partie de la modernité qui est née de la révolution, parmi eux il y a des intransigeants. Alors Emmanuel de Varescal évoquait justement ceux qui avaient cette mystique de l'incarnation monarchique, de cette transcendance. C'est eux qui, en fait, en 1874, font exploser l'Union des droites. C'est eux qui sont ce qu'on appelle les chevaux légers, c'est-à-dire en gros la moitié des légitimistes qui, sur cette question, ayant l'impression que les orléanistes qui ont la direction des affaires, qui sont dirigés par une figure qui s'appelle le duc de Breuil, donc il y a une sorte d'union des droites qui fait qu'il y a un gouvernement très conservateur, à certains égards très contre-révolutionnaire qui est en place, qui essaye de gagner du temps pour préparer la Restauration, et ayant l'impression, ces chevaux légers, donc ces légitimistes intransigeants, ayant l'impression qu'en fait Breuil et son entourage sont en train de travailler pour les Orléans, sont en train de travailler pour une vision contractuelle de la monarchie, qui n'aurait plus grand-chose à voir avec la monarchie traditionnelle qu'ils défendent, eh bien ils décident de joindre leur voix à la gauche, notamment à la gauche radicale, et de renverser ce gouvernement conservateur. Et en fait, c'est eux qui font péter définitivement l'union des droites et ouvrent la voie pour le coup, à la conquête en fait du régime par les républicains. Donc il y a, je pense, dans les 2 camps, et notamment, puisque là on parle de l'incapacité de la monarchie à être restaurée, il y a une intransigeance qui a fragilisé le régime. Il y a aussi, je pense, une difficulté peut-être de la monarchie française à se nationaliser au XIXe siècle. Elle a essayé, elle a tenté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la monarchie britannique au début du XIXe siècle, n'a rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, elle maîtrise très mal ses rites. Le sacre de Victoria est un désastre, celui de Guillaume IV, son prédécesseur aussi, personne n'est là, personne ne sait très bien comment faire marcher ce sacre. Et en fait, après le sacre de Victoria, il y a c'est un historien qui s'appelle David Cannadine qui a étudié ça très bien, il y a une réflexion à la cour pour savoir comment est-ce qu'on pouvait redonner du sens à tout ça, comment est-ce qu'on pouvait redonner du sens à la tradition, la refaire exister. Et donc il y a notamment eu cette idée que la monarchie devait parfaitement réussir ses rites pour incarner le peuple britannique, pour lui donner, pour rentrer en dialogue avec lui.
Je reviens sur la question de la comparaison entre les révolutions anglaises et françaises. C'est absolument passionnant parce que d'abord, ça a obsédé tous les historiens de la première moitié du 19e, les Guizot, les Thiers, les Augustin Thierry, ils ont tous travaillé sur cette question-là. Pourquoi est-ce que la monarchie britannique survit à l'exécution de Charles Ier en 1649 et pourquoi est-ce que la monarchie française ne survit pas à l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793 ? Probablement parce que, pour reprendre la théorie de Kantorowicz du double corps du roi, en Angleterre, on ne tue que le corps physique du roi. Mais sous Cromwell, on n'abandonne absolument pas la mystique d'incarnation à travers l'anglicanisme. Alors qu'en France, on tue les deux corps du roi le 21 janvier 1793. C'est une guerre de religion le 21 janvier 1793. C'est une guerre civile et une guerre de religion. Et c'est un affrontement de mystique et de sacralité. En fait, l'exécution de Louis XVI, c'est l'exécution du corps matériel, du corps physique de Louis XVI, et c'est également la suppression du corps mystique, du corps éternel. Le roi est mort, vive le roi, le mort saisit le vif. C'est ça la signification du 21 janvier. La guillotine, c'est l'autel métaphorique, je prends souvent cette expression, mais je la réutilise à dessein, l'autel métaphorique d'un renversement de sacralité. On détrône, on se débarrasse de la sacralité du roi pour sacrer les 100 000 spectateurs qui représentent le peuple et qui assistent à cette exécution du 21 janvier 1993. Voilà pourquoi la monarchie française n'a pas survécu à cette révolution. Parce que cette révolution est imprégnée d'une tentative après laquelle nous courons toujours, qui est celle d'une invention, d'une sacralité républicaine qui a posé beaucoup de problèmes à la Révolution et qui nous pose encore des problèmes aujourd'hui. Et c'est un des héritages de la Révolution française, cette question de la laïcité. On va y revenir, mais je voudrais revenir sur la question de la terreur. Baptiste Roger-Lacan, vous ouvrez votre livre par cette image qui a effectivement fait la polémique cet été, l'image de Marie-Antoinette décapitée pendant la cérémonie des Jeux Olympiques. L'ouverture des Jeux Olympiques, on a vu, c'est vrai, cette figure de Marie-Antoinette qui portait sa propre tête. Voilà, on voit l'image qui a suscité effectivement beaucoup de débats. Philippe de Villiers, on a même fait un livre récemment qui a eu énormément de succès, vous le citez dans votre introduction. À quel point la terreur et puis cette exécution brutale de la famille royale et de Marie-Antoinette, selon vous, marque encore l'imaginaire français au-delà de Philippe de Villiers et d'une partie de la droite? Est-ce que vous pensez que c'est encore un sujet qui marque notre imaginaire? Oui, je pense, mais c'est vraiment un cas, je pense, où justement la mémoire et le mythe ont pris le pas sur l'histoire. C'est-à-dire que la terreur en soi, alors, il y a évidemment une période de violence extrême entre 93 et 94, on va pas revenir là-dessus, mais la création de la terreur comme concept, comme période, c'est quelque chose comme chrononyme, c'est quelque chose qui se fait juste après la chute de Robespierre, où les types qui ont renversé Robespierre, qui sont pour la plupart des représentants en mission, qui ont eux-mêmes commis des horreurs, qui avaient été rappelés à Paris par le comité de salut public pour être jugé et qui, sentant que leur situation était précaire, ont précipité la chute d'une partie en fait du grand comité de salut public, décident de charger ceux qui sont morts et de charger une figure Carrier qui était à Nantes pour mettre en place l'idée qu'il y avait une rupture, qu'en fait voilà, on était passé à autre chose, que la convention n'était plus celle qu'il y avait avant, et donc en gros les hommes qui avaient massacré sont les hommes qui inventent le mythe de la terreur. Mais c'est de la politique. La terreur est un mythe. C'est quand même, il y a une réalité, il y a eu des massacres. Qu'il y a eu un régime de la terreur, que la terreur ait été un concept défendu entre 93 et 94, pour le coup, ça n'a jamais existé. La terreur n'a jamais même été mise à l'ordre du jour, comme on le dit. C'est une demande du peuple qui n'est pas inscrite finalement le 5 septembre 93 à l'ordre du jour de la Convention. Et ensuite, il y a effectivement tout un ensemble de lois d'exception qui sont passées pendant un an, qui justifient et permettent à la Convention, certains de ses représentants, de mettre en place des violences extrêmes. Mais quand on regarde la France dans cette période, c'est un moment de chaos extrême, c'est un moment où les lignes de communication sont extrêmement fragiles, c'est un moment où on voit que d'un lieu à l'autre, on parlait de Lyon tout à l'heure, Couthon, qui est à Lyon juste avant Fouché, a les mêmes ordres que Fouché, décide de ne pas les appliquer. Fouché est à Lyon et va beaucoup plus loin que les ordres qu'on lui a donnés. Donc en fait, on voit qu'il y a une marge de manœuvre colossale qui est laissée à l'échelle locale et globalement une situation de violence extrême et diffuse sur le territoire qui aboutit à la situation qui est celle en 94. La chute de Robespierre qui
survient au moment où les armées françaises remettent la main sur la situation aux frontières et qui se produit à un moment de relatif apaisement de la situation intérieure, permet de passer à autre chose. Donc il n'y a pas une terreur absolue, par contre il y a effectivement une période d'un an, de 12 mois à peu près, où la violence est extrême sur le territoire, et ensuite, de cette période-là, on a fait un mythe qui lui la terreur a pèse été très fort. instrumentalisée ensuite par les Elle a été contre-révolutionnaires. instrumentalisée par ceux qui l'avaient en fait elles-mêmes, enfin qui l'avaient pratiqué, si vous voulez. C'est ça. Et ensuite par les contre-révolutionnaires, c'est ce que vous dites. Alors, ensuite, les contre-révolutionnaires, ils font autre chose. C'est-à-dire que la violence de la période 93-94 ou 92-94, si on peut prendre en compte la première petite terreur de l'été 92 qui suit le 10 août, les contre-révolutionnaires, notamment les plus radicaux, vont commencer à expliquer que la terreur, elle a commencé en 89 en fait, et qu'il n'y a jamais eu, que la révolution ne vient jamais sans une violence extrême, et que révolution signifie violence. La révolution signifie en fait le désordre, signifie l'explosion de passions mauvaises, de passions en fait libère chez l'homme ce qu'il y a de pire chez lui, parce qu'elle fait s'effondrer une structure millénaire et voulue par Dieu, garantie par Dieu en fait, qui venait tenir en respect ces passions terribles. Et donc ils vont dire que oui, la révolution, en fait, la terreur va devenir synonyme de révolution dans l'esprit d'une partie de la contre-révolution. Mais qu'est-ce qu'elle vous inspire de la cette terreur, image de mon point de vue, enfin aussi modeste que possible, n'est ni un système, ni une idéologie, ni une forme de gouvernement, c'est une arme politique. Il faut reprendre l'acceptation du mot terreur telle qu'elle était entendue, elle est exercée d'ailleurs des deux côtés, du côté de la contre-révolution comme de la révolution, telle qu'elle était entendue par les hommes de cette époque. Quand vous lisez l'entrée terreur dans l'encyclopédie Diderot d'Alembert, vous avez terreur de point, jeter l'effroi dans les rangs de l'adversaire. On a quelques textes théoriques de Fouché absolument passionnants sur cette question de la terreur comme arme politique. Premièrement. Deuxièmement, la terreur n'est pas une période particulière de la Révolution. Toute la Révolution est terroriste. Elle est terroriste dans les mots en 1789 et quelquefois aussi physiquement parce qu'il y a des morts et pas mal de morts en 89. Et elle est terroriste dans la violence physique à partir de 1792-1793. Mais à partir du moment où, dès 1789, à travers le serment du jeu de paume des députés du tiers-État, le 20 juin 1789, vous posez la question de l'indivisibilité de la nation, vous ne pouvez pas envisager votre adversaire autrement que comme un traître ou comme un ennemi de la République. Et ceci nous conduit directement aux grandes lois, entre guillemets, terroristes de 93-94 sur les suspects, puis ensuite sur les ennemis de la République, les grandes lois de prairial voulues par Robespierre et Couthon en juin 1794. Je suis alors pour d'autres raisons, mais de la vie, si j'ose dire, de Clémenceau, la Révolution est un bloc pour moi. Ce que j'ai essayé de démontrer dans un des livres consacrés à ces débuts de la Révolution, c'est que dans les principes, dans les concepts, et en particulier ce concept d'indivisibilité de la nation, il était à peu près évident que la Révolution allait conduire à de la violence, et conduit très rapidement à de la violence à partir du moment où vous ne pouvez pas envisager votre adversaire autrement que comme quelqu'un qui est considéré comme suspect ou traître et qui donc mérite la mort au fond. Et c'est tout le principe des tribunaux d'exception, et en particulier le tribunal révolutionnaire créé à l'initiative de Danton en mars 1793. Baptiste Roger, vous vouliez réagir? Oui, je voulais rebondir sur le fait que je ne sais pas si la révolution est terroriste, par contre elle est terrifiante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve au cœur de l'imaginaire contre-révolutionnaire. Et ça vient d'une remarque que m'avait fait mon directeur de thèse, qui est vraiment pas suspect de sympathie contre-révolutionnaire, mais qui m'avait dit qu'il fallait prendre au sérieux la peur qu'avait suscité la révolution. C'est-à-dire que pour toute une partie de la France, et pas seulement. Le personnage principal de la révolution. Et des deux côtés. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que dès 1789, une grande partie des émotions violentes, des émeutes et des morts qui s'en suivent, par exemple le 14 juillet, tout ça vient de la terreur du peuple de Paris à l'idée qu'il puisse se reproduire, notamment quelque chose qui s'est passé quelques mois plus tôt, c'est les émeutes Réveillon, qui ont, après une grève dans une manufacture, ont vu les gardes françaises intervenir et massacrer une centaine de personnes dans le faubourg Saint-Antoine, c'est même plus en fait, j'ai plus le chiffre en tête. Ce qui est énorme à l'époque, et donc qui travaille... beaucoup plus qu'à la prise de la Bastille. Exactement, c'est beaucoup plus violent, donc ça... Vous me dites bien que la prise de la Bastille est un mythe, pour le coup, précisément, complet. On réinvente les morts de la Bastille qui n'existaient pas, on réinvente aussi des prisonniers comme le comte de Lorge qui n'a jamais existé. Alors, il n'était que 7 à la Bastille quand on l'apprend le 14 juillet, donc il fallait en inventer d'autres.
Oui, en fait, c'est un tout petit phénomène qui a pris une place. C'est un véritable mythe, et ça, c'est vraiment l'invention, la fabrication d'un événement fondateur. On marche sur la Bastille, pas parce que c'est l'antre du tyran ou l'enfer des vivants, on y marche parce qu'il y a de la poudre. Pour des raisons militaires et pour se protéger de ces rumeurs qui veulent que les régiments du roi entreront dans Paris de vive force et qu'il existe des canons sur la butte Montmartre. Alors qui a le plus, qui a le plus menti, qui a le plus inventé l'histoire, les révolutionnaires ou les contre-révolutionnaires? Parce qu'à vous regarder à vous lire tous les deux, on a l'impression que chaque camp a brodé une histoire complètement fantasmagorique. Est-ce que des deux côtés, il y a eu une espèce de... Mais il y a des glissements de sens, Eugénie. Oui. Sans cesse, on passe de la révolution à la contre-révolution. Regardez par exemple la figure de l'objet guillotine, qui est centrale. Oui. Et qui nous rentre encore aujourd'hui. La guillotine commence sa vie, si je veux dire, son existence, comme fille de la philosophie et des Lumières. Oui. C'est un instrument qui est censé, et qui en effet donne la mort de façon beaucoup plus douce que ce qui se passait pour l'exécution de Damien sous le règne de Louis XV. À choisir, on préférait tous la guillotine. C'était pas très drôle. Louis XVI avait déjà commencé à prendre des mesures dans les années 1780 en supprimant la question préalable, etc. Mais la guillotine est vraiment un progrès de ce point de vue-là. Et puis elle entre en politique, et notamment avec la mort du roi. Et elle est sanctifiée pour ces raisons de renversement de sacralité dont je vous ai parlé tout à l'heure. On parle de Sainte Guillotine, de notre Sainte Mère la Guillotine dans les correspondances qui s'échangent entre comités de surveillance sous la Terreur. Et puis après la chute de Robespierre, vous avez très bien expliqué ça, dont les thermidoriens vont se servir pour s'excuser ou se dédouaner ou s'amender du fait qu'ils aient eux-mêmes participé à la Terreur. On va en faire un objet d'effroi absolu. Et quand vous regardez les représentations de la guillotine à travers tout le 19e siècle, progressivement, dans la littérature, vous savez, les textes littéraires sont très très passionnants. Ce sont des sources à part entière pour l'historien. Et quand vous, de Balzac à Léon Blois, quand vous regardez ces interprétations, ces représentations de la guillotine tourne progressivement au gibet de Montfaucon, à un instrument d'effroi absolu. Et en même temps, en parallèle, monte ce sentiment abolitionniste qui conduira à la loi Badinter de 1981. Et oui, d'ailleurs, il y a un paradoxe. Enfin, aujourd'hui, encore récemment, j'ai vu qu'un homme avait été condamné très lourdement pour avoir posté une photo de guillotine sur les réseaux sociaux au sujet de la juge qui a condamné Marine Le Pen, en disant il faudrait qu'elle passe à la guillotine. Donc on voit bien que cet imaginaire de la guillotine, il est toujours présent, mais aujourd'hui, paradoxalement, à la fois on célèbre la Révolution comme un mythe fondateur, on met Marie-Antoinette guillotinée à la cérémonie des Jeux Olympiques, et en même temps on considère que la guillotine est absolument abominable, qu'elle est un symbole factieux. Enfin, on voit bien que cette question continue de travailler le corps social. Avec toutes ces incohérences. C'est ça que ça montre aussi. C'est qu'il n'y a pas de... Ce que j'ai essayé de montrer un petit peu, c'est qu'il y a, quand on regarde la contre-révolution, on peut regarder les auteurs, les doctrinaires, donc notamment Joseph de Maistre, Bonald, etc. Alors, en général, tout le monde a tendance à se concentrer sur Maistre parce qu'il est plus amusant à lire. Il y a une splendeur de la plume de Joseph de Maistre. C'est un très grand écrivain, donc tout le monde se concentre sur lui. La réalité, c'est que Joseph de Maistre, il est très peu lu au cours du XIXe siècle. Il est lu par une petite élite. Louis Bonald a une influence, mais qui est plus difficile à tracer parce qu'elle passe par les juristes, et donc c'est une influence plus souterraine. Mais le cœur de l'imaginaire, de l'imagerie contre-révolutionnaire, il passe par des romans, par des textes, par des abrégés, par des textes en fait qui ont vocation à être lus et à être diffusés beaucoup plus largement. Et ces textes-là, eh ben, ils viennent s'inscrire ensuite dans des imaginaires qui sont ceux des gens qui les reçoivent, et donc il y a une place pour l'incohérence en fait. La contre-révolution, très vite, c'est ça, je pense, sa force d'ailleurs, c'est qu'elle a une souplesse en fait qu'on ne lui prête pas quand on regarde le monolithe que représente Joseph de Maistre, et donc elle s'accommode de situations un peu bancales, au point où on peut se retrouver avec un moment où on est d'un côté choqué, en tout cas une partie de la population a été choquée, et je pense qu'il y avait une envie de la part des organisateurs de la cérémonie des Jeux Olympiques. Patrick Boucheron l'a reconnu à demi-mot dans le Grand Continent. Je pense qu'il y avait un peu cette... En tout cas, il voulait jouer avec cette image-là, donc je pense qu'il y avait ça. Et de l'autre côté, effectivement, on est choqué par l'image de la guillotine. Enfin, tout ça circule et explique pourquoi je pense d'ailleurs que l'imaginaire et l'imagerie contre-révolutionnaire va bien au-delà d'une droite traditionnaliste ou d'une petite portion de l'extrême droite qui continuerait à vivre dans le fantasme de l'Ancien Régime. C'est une imagerie qui touche beaucoup plus de gens.
Ça fait 1 heure qu'on parle de révolution et de contre-révolution, mais on ne leur met pas de contenu. Ce serait peut-être intéressant à l'usage de nos auditeurs de les personnifier un peu plus. Au-delà de la transcendance, de la mystique, de ce qu'on appelle l'absolutisme, qui n'est évidemment pas un totalitarisme. Hein. Pour moi, ce qui sépare les deux, ce sont des visions de la société. Du côté de la contre-révolution, on a une vision organiciste de la société, avec des corps intermédiaires, une vision décentralisée, qui a d'ailleurs été défendue par quelques grands ministres ultra-royalistes comme Villèle sous la Restauration. Et du côté de la Révolution, on a une vision centralisée, jacobine et individualiste, atomisée de la société. Voilà ce qui fait, à mon avis, profondément ce qui explique les luttes de pouvoir et le fossé qui traverse le 19e et une bonne partie du 20e siècle entre ces deux visions antagonistes de la société et de l'organisation sociale. Je crois que c'est très important d'expliquer ça, parce qu'on retrouve, notamment du côté de la contre-révolution et d'un point de vue politique, des programmes de décentralisation très fréquemment, avant que la question, et ça on parlait de glissement de sens tout à l'heure, avant que la décentralisation ne passe à gauche. Vous savez, toute notre histoire contemporaine, politique, est faite de glissement de sens. L'écologie née à droite, avec Chateaubriand et à travers les grands discours de la Chambre des Pairs sous la Restauration, autour de la vente des forêts d'église, et passe à gauche après la Seconde Guerre mondiale. Le colonialisme naît à gauche avec Jules Ferry et passe à droite. Oui. La décentralisation, c'est la même chose. Elle naît à droite et elle passe à gauche. Et justement, c'est intéressant de revenir à ça. Baptiste Roger-Lacan, en quoi l'imaginaire contre-révolutionnaire que vous décrivez aujourd'hui irrigue encore la droite? Est-ce qu'on peut dire que la droite et ce qu'on appelle extrême droite sont encore aujourd'hui les héritiers de cette histoire? En réalité, moi je pense qu'il irrigue même plus généralement notre régime en fait. C'est-à-dire que je pense que la droite s'est largement arrachée, en tout cas que le gaullisme qui a été une force déterminante à droite après la Seconde Guerre mondiale a transformé ou à ajouter beaucoup de références dans la culture politique des droites françaises. Et même si le général de Gaulle était plutôt venait d'un milieu, ou en tout cas d'une tradition qui était celle de la contre-révolution, mais c'est ensuite quelqu'un qui a rajouté par un mélange d'opportunisme, de nécessité aussi pour réussir à constituer le mouvement qui était le sien, beaucoup d'autres références, mais il restait effectivement ce facteur contre-révolutionnaire, mais on est loin de la Troisième République où pour le coup la contre-révolution constitue vraiment la langue commune des droites, qu'elles soient ralliées au régime ou très hostiles. Il y a ce fond d'images, de mythes, de références partagées, ce fond de malaise en fait face aux origines révolutionnaires du régime qui persistent et qui font notamment que dans les périodes de crise elles se comprennent. C'est vraiment on voit que ça circule d'un quotidien à l'autre, d'un auteur à l'autre, c'est très présent. Après la Seconde Guerre mondiale, ça diminue, il y a d'autres éléments qui apparaissent, mais moi je suis frappé quand même par cette monarchie républicaine qu'on appelle la Ve République, que maintenant on présente quasiment comme un fait de nature, c'est-à-dire qu'on explique, moi j'ai beaucoup entendu notamment en cours, etc., que la France serait, ce serait pas remise du 21 janvier 1793, 2, qu'elle serait fondamentalement anti-parlementaire, que les Français n'auraient pas du tout la fibre du parlementarisme, et 3, qu'on aurait besoin, qu'on rêverait d'une incarnation du pouvoir, et donc abracadabra, c'est magnifique, la Ve République est apparue, et on a cette monarchie présidentielle si unique, qui correspond en plus à la singularité de l'esprit français, à la singularité de sa culture politique. Soit dit en passant, un terme qui m'a toujours mis mal à l'aise, j'ai l'impression qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dans une culture politique sans vraiment expliciter ce qu'on veut dire. Et ce que j'ai cherché à faire, c'est d'essayer de comprendre en fait d'où venait cette fascination pour la monarchie qui s'exprime quand même dans les institutions de la Ve. Tout d'un coup, il y a un renversement par rapport à ce qui a constitué, ce qui a été la norme sous la Troisième et la Quatrième. Tout ce qui était vrai sous la Troisième et la Quatrième, un Parlement puissant, un exécutif responsable devant les chambres, est renversé sous la Ve. Et je ne crois pas du tout au fait de nature. Par contre, je pense qu'il y a, sous la Troisième République, une polémique qui est alimentée pendant 80 ans quasiment par les droites, qui... si elles se rallient à l'idée d'une république, mais on met un peu ce qu'on veut dans une république, sont extrêmement hostiles à sa forme parlementaire et libérale. C'est vraiment quelque chose qui revient des années 1880 aux années 1930 en permanence et qui utilise notamment l'écran en fait, que représente l'idée du roi comme une alternative, c'est-à-dire face à un régime incapable, corrompu, inefficace, pourri jusqu'à la moelle en fait, qui porterait sur lui tous les vices de la Révolution auxquels on rajouterait la corruption financière. Eh bien, en face, il y a cette image d'une monarchie stable,
permanente, en fait. Il y a aussi cette idée, je rebondis un petit peu sur votre très bonne définition de l'opposition entre révolution et contre-révolution, c'est que je pense que la contre-révolution, c'est la permanence, et la contre-révolution, c'est la permanence, et la révolution, c'est l'impermanence. C'est l'idée, le régime dont rêvent les contre-révolutionnaires est un régime qui est stable, c'est un régime qui est abouti. C'est ce qu'on retrouve très fort dans l'œuvre de Bonald, encore plus que dans l'œuvre de Maistre. C'est vraiment l'idée que la monarchie absolue, de droit divin, est une perfection. C'est un régime qui est parfaitement stable, qui n'a pas à bouger. Alors que la Révolution thématise au contraire le changement. Elle thématise le changement à tout niveau, social, économique, politique. Et donc je pense que cet élément-là, on le retrouve sous la Troisième République, où la figure du roi complètement fantasmée, assez éloignée d'ailleurs de la figure du dernier roi absolu de Louis XVI, qui a toujours mis mal à l'aise les contre-révolutionnaires qui veulent bien admettre qu'il a bien su mourir, mais qui ont toujours considéré qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait entre 89 et 93. Mais il y a cette idée du roi qui est agitée en permanence. Et ça, je pense que De Gaulle, vous le disiez, qui est un homme de son milieu, qui est un homme de sa famille politique, qui a vécu 50 ans quasiment sous la Troisième République, d'une manière ou d'une autre, a réussi en tout cas, ça a été un des éléments clés dans l'élaboration du régime dans lequel on continue à vivre aujourd'hui. La rupture politique, s'agissant de l'histoire de la contre-révolution, elle se situe sous le régime de Vichy. Oui. Ce sont les compromissions de Vichy qui font qu'une partie des droites abandonne totalement la condamnation ou une condamnation globale de la révolution. C'est vraiment, et d'ailleurs ça va mettre les droites extrêmement mal à l'aise pendant un certain nombre de dizaines d'années, cette affaire-là. Et la rupture, elle est là, elle est entre 40 et 44. Et même entre 40 et 42. Oui, mais on a le sentiment aujourd'hui, quand on voit les discours de ce qu'on appelle le populisme, que c'est un discours, au contraire, qui reprend une partie d'héritage de la Révolution, un peu un discours de sans-culotte, un discours anti-élite, un discours qui met en avant la souveraineté du peuple, la citoyenneté, le vote populaire, tous des éléments qui en fait étaient des éléments de la Révolution française. Donc quelque part, aujourd'hui, les cartes sont un peu brouillées. On a un populisme qui se réclame de cet héritage de 89. Mais qui est en fait un phénomène qui existe à droite depuis longtemps. C'est-à-dire que dès la naissance du populisme, qu'on peut faire remonter en France au boulangisme, même si en fait à l'époque c'est pas qualifié comme tel, mais il y a dans le boulangisme des choses qui le font vraiment tomber dans la catégorie du populisme. On voit déjà émerger en fait cette dimension tribunicienne, cette revendication d'une désintermédiation en fait entre le peuple et le souverain, ou en tout cas celui qui incarne la souveraineté. Et le populisme commence, le boulangisme commence effectivement à gauche. Au départ, Boulanger est nommé ministre parce qu'on considère qu'il est proche des radicaux. Donc il est soutenu, il arrive au ministère et puis il est très vite débarqué. Et là, il est vu par les droites qui sont en pleine crise puisqu'on est juste après la mort du comte de Chambord, la fusion dynastique s'est pas bien passée. Les droites ont été battues aux élections de 1885 alors qu'elles arrivaient en tête au premier tour. Il y a un phénomène de concentration républicaine qui a fait que les droites en fait se retrouvent beaucoup plus minoritaires qu'elles ne le pensaient à la Chambre. Front républicain, voilà. Exactement. Et c'est vraiment l'origine du Front républicain. Et Boulanger en fait est vu comme un véhicule qu'on peut utiliser pour aller caramboler le régime et l'abattre. Pour faire quoi après? Personne n'est d'accord. C'est un des gros problèmes du boulangisme, c'est qu'il y a à peu près autant de boulangistes que de soutien du général Boulanger. Et ça, cet élément-là, ce que fait émerger le boulangisme, ça devient quelque chose qu'on retrouve à droite. Mais sous la Troisième République, cet élément national populiste, qu'on retrouve aussi dans certains discours de l'Action française, cohabite toujours avec une culture contre-révolutionnaire qui est là et qui vient apporter un fond, une perspective historique de long terme. Pour le coup, et c'est Emmanuel de Varescal le disait très bien, cet élément-là, il explose avec le régime de Vichy. Et ce qui est intéressant, c'est même le Front National qui, dans ses fondateurs, a des gens qui se revendiquent de la contre-révolution. En fait, ces gens-là disparaissent assez rapidement. À la fin des années 70, au début des années 80, des gens comme Jean-François Chiappe, etc., sortent en fait du décor et le Front National évolue vers sa forme actuelle, tribunicienne, nationaliste. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne rompt pas avec certaines tendances lourdes de l'extrême droite sous la Troisième République, mais la contre-révolution devient absolument secondaire. Et ça, pour le coup, ce qui est sûr, c'est que sous la Ve République, identifier une contre-révolution politique est vraiment extraordinairement difficile, sauf si on accepte le cas très singulier de Philippe de Villiers, qui est un peu un homme mémoire, mais qui est un phénomène intéressant, qui fait aussi exister une voix. Enfin, je pense que les succès, notamment de librairie qu'il obtient, sont symptomatiques de la persistance de quelque chose. Et ce qui n'est pas d'ailleurs mal. Même si l'idée monarchique est quand même, en France, aujourd'hui, de l'ordre du folklore. Ah, l'idée vraiment de la restauration de la monarchie, oui. L'idée d'une hostilité radicale à la Révolution, ça, je pense que c'est plus présent, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Ça dit aussi quelque chose de la diversité des mémoires qui coexistent dans notre pays, qui est plutôt, en fait, en réalité, je pense que c'est un fantasme d'orléaniste anglophile de rêver un monde
où on aurait un mythe fondateur parfaitement bordé, comme la Révolution glorieuse ou la Révolution américaine. Quand on voit l'état des États-Unis ou de la Grande-Bretagne depuis une dizaine d'années, on se dit que finalement la France, avec son absence de mythe fondateur et sa mémoire clivée, en fait, peut-être a une vie publique qui va en un sens plus saine, en tout cas, qui fantasme moins son passé. Emmanuel de Vareskel. Oui, il y a une espèce de... C'est assez intéressant, étrange, une sorte de schizophrénie française. Les Français aspirent à avoir un roi et en même temps veulent furieusement lui couper la tête. C'est assez étonnant et ça traverse les 2 siècles qui nous séparent. Mais je pense, s'agissant de la figure du roi, moi je préfère parler de souveraineté, et je trouve que l'héritage le plus frappant de la Révolution que nous vivons encore aujourd'hui et qui naît sous la Révolution même, c'est cet affrontement de légitimité que nous connaissons encore aujourd'hui entre une légitimité issue des urnes, je dirais une légitimité parlementaire par délégation telle que théorisée par l'abbé Sieyès en 1789 et qui est incarnée par cet événement devenu fondateur qu'est le serment du jeu de paume, et une autre légitimité qui est la légitimité du peuple. Mais de quel peuple s'agit-il? Une légitimité, pour utiliser un anachronisme, de démocratie directe, une légitimité de la rue, qui est celle de ce peuple parisien qui marche, que l'on fait marcher sur la Bastille le 14 juillet 89. Et toute la Révolution est faite de cette tension, c'est le combustible même de la Révolution et de la Terreur. Lorsque, à l'occasion de ce qu'on appelle les journées révolutionnaires, les sans-culottes des 48 sections parisiennes, de la Commune de Paris, marchent sur la Convention nationale avec du canon pour obtenir des décrets plus radicaux, pour épurer la Convention, par exemple, des députés girondins le 29 mai 1793, on est là au cœur de ce conflit de légitimité qui littéralement traverse tout le 19e et tout le 20e siècle jusqu'aux Gilets jaunes, avec le référendum d'initiative citoyenne, et explique en grande partie cette méfiance française. Et vous avez évoqué, sans en parler, mais évoqué le 6 février 34, explique en partie cette méfiance française du parlementarisme. Et puis aussi, quand même, le fait que nous soyons les champions du monde des envahissements parlementaires. On s'étonnait de l'envahissement du Capitole au moment de l'élection de Biden, mais on a passé notre vie à faire ça. On l'a fait 4 fois sous la Révolution. On recommence en juin 1848. On recommence le 4 septembre 1870. On marche sur le Palais Bourbon le 6 février 34. On n'aime pas. Il y a une tradition française issue précisément de cette légitimité supérieure à la légalité parlementaire. On n'aime pas les parlementaires en France. Il y a toujours eu cette méfiance et ça se traduit aussi par de l'abstention. Mais est-ce que ça ne nous garantit pas une forme de stabilité aujourd'hui? Parce que quand on regarde la France par rapport aux États-Unis... a essayé de résoudre ce problème des 2 légitimités. L'élection du président de la République au suffrage universel, la partie 1962 de la 5e, c'est précisément cette tentative d'une réconciliation entre l'élection et la souveraineté immédiate et directe du peuple par le suffrage universel. Mais ça nous garantit et ça n'a tenu qu'un temps peut-être. Nous sommes peut-être au bout de ce cycle-là, dans une forme d'essoufflement de ce principe-là. Oui, d'essoufflement, mais quand on voit l'instabilité aux États-Unis, quand on voit l'instabilité au Royaume-Uni, quand on voit l'instabilité même en Italie, les gouvernements, on a l'impression que la France quand même se caractérise par une forme même de stabilité par rapport à d'autres pays. Peut-être qu'on a réussi dans notre monarchie républicaine quelque part à garantir. Quand on voit les régimes qui se sont succédés depuis 1789, là on a une forme depuis. Je crois que la Sacrée République va avoir, si je ne me trompe pas, bientôt 80 ans. On va bientôt dépasser la 3e. Elle va bientôt dépasser la 3e, donc. Les institutions de la 5e sont formidablement stables. Oui, le problème, c'est qu'on les a beaucoup bricolées. Beaucoup bricolées. Il me semble quand même que... disons que je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les relations entre le Parlement et l'exécutif ont longtemps été plus équilibrées sous la 5e qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je pense vraiment, je ne suis vraiment pas le seul à le dire, mais que le glissement vers le quinquennat a été une folie parce que ça a... vider les élections législatives de leur sens, ça a renforcé de fait le primat du pouvoir exécutif sur celui du pouvoir législatif, et surtout, il y a un effet pervers
qu'on pouvait pas vraiment mesurer à l'époque. On vient d'être déconnecté, c'est pas mieux. Oui, mais je pense qu'on en mesure les effets. C'est-à-dire qu'en fait, après 20 ans d'alignement quinquennal, on se retrouve avec un Parlement qui ne sait plus ce que c'est que d'être un Parlement. En fait, moi, ce qui m'a frappé l'été dernier, c'était que les députés qui tout d'un coup avaient, alors c'était déjà un peu le cas en 2022, mais là, tout d'un coup, un pouvoir immense devant eux. Enfin, c'est-à-dire que le président était clairement sorti du jeu. Effectivement, il y avait 3 blocs, mais ces 3 blocs, en fait, on aurait été à la proportionnelle, on aurait eu sensiblement les 3 mêmes blocs avec des équilibres légèrement différents, mais personne n'aurait eu de majorité absolue. Et on a donc un Parlement qui ressemble à beaucoup de parlements en Europe, c'est-à-dire sans majorité claire, mais avec ce qu'on fait dans un Parlement, c'est-à-dire beaucoup se combattent, et puis à la fin... c'est un héritage de la Révolution. Nous avons adopté par la Révolution, par ce renversement brutal de souveraineté, une culture politique qui est une culture de l'affrontement et pas une culture du compromis, et d'où les difficultés éternelles que nous avons et que les députés ont de trouver des jeux d'alliance. Ça, c'est un héritage de la Révolution. Il y en a tellement. On parle toujours de la Constitution, des codes, des départements qui sont autant de créations révolutionnaires, mais on pense jamais assez à ce que j'appelle l'esprit dans la maison. Il y a les murs de la maison, très bien, mais il y a aussi l'esprit qui nous habite, et quelquefois il nous habite sans qu'on le sache. Quelquefois on fait de la révolution comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, puisqu'on parlait des États-Unis tout à l'heure, qui sont quand même le pays démocratique par excellence, aujourd'hui, monter l'idée d'une restauration monarchique avec notamment un type qui s'appelle Curtis Yarvin, qui est un proche de Trump, qui se déclare royaliste et restaurationniste et qui considère qu'il faudrait remettre un monarque à la tête des États-Unis parce que la démocratie, ça fonctionne mal et qu'il faudrait installer une dynastie. Alors j'imagine en mettant Trump la dynastie. Très curieux, Curtis Yarvin. Il y a un entretien en plusieurs parties de lui. Des États-Unis. Il y a un entretien en plusieurs parties de lui qui est publié en ce moment sur le site du Grand Continent que je recommande, qui est passionnant parce qu'on comprend un peu mieux ce qu'il comprend. En tout cas, on comprend des choses, et il y a aussi des choses qui sont assez mystérieuses dans ce qu'il dit. C'est la figure en ce moment la plus médiatique d'un mouvement dont il n'est pas très représentatif, dont il est sociologiquement et culturellement pas très représentatif, qui s'appelle les post-libéraux, qui sont en fait un groupe d'intellectuels qui ont longtemps été très marginaux au sein du Parti républicain parce que cultivés, professeurs des universités, illibéraux politiquement et économiquement, et donc pendant longtemps ont attendu leur heure. Leur heure est venue sous la forme de Donald Trump épisode 3, et ils ont trouvé un écho, ils ont réussi à trouver un porte-voix dans cette figure de Curtis Yarvin qui est plus chaotique. C'est quelqu'un qui a travaillé dans la tech pendant longtemps, c'est un autodidacte, donc il est assez différent d'eux par sa formation, mais qui défend effectivement l'idée que la séquence qui serait allée de 1776 à 1789 aurait été en fait la plus grande catastrophe que l'Occident ait jamais vécue, et que la monarchie est le meilleur des régimes. Après, quand il parle de monarchie, on se rend compte qu'en fait, il est travaillé par quelque chose qui travaille effectivement toutes les droites, mais en fait, plus généralement, tous les opposants à la démocratie parlementaire depuis 2 siècles, c'est-à-dire l'idée de la force de gouverner. Quand il parle de monarchie, en fait, il parle d'un exécutif sans contrainte et sans limite, donc on est pour le coup très loin de la monarchie même absolue, qui n'a jamais été illimitée, ou libéré de ses contre-pouvoirs. La en fait, ce qui décrit s'apparente. Exactement. Et là, ce qui décrit s'apparente plus à une forme de fascisme, de césarisme. De césarisme américano-fasciste bizarre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend le terme de roi. Alors bon, dans l'entretien, il dit que le roi dont il parle n'a rien à voir avec Charles III, et je ne sais plus quel exemple tiré de la pop culture il tire, mais je me demande s'il ne parle pas de l'empereur intergalactique, donc ça donne un peu une idée. Mais bon, c'est assez unique dans l'histoire des États-Unis. Écoutez, on conclura notre émission, peut-être un dernier mot. Boutade, un dernier mot, mais dans le cas de figure de l'hérédité, si on hérite par hérédité d'un monarque pas très intelligent, au moins, on peut se consoler de savoir qu'on n'a pas voté pour lui. C'est pas faux. Alors, en attendant, je conclurai cette émission par ces mots, et peut-être en attendant le règne de Donald Ier et de sa longue descendante dynastie. Je ne sais pas s'il faut le souhaiter aux États-Unis. En tout cas, merci à tous les deux pour ce débat absolument passionnant et cette plongée dans notre histoire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur le Figaro TV. La semaine prochaine, ce sera Alexandre Devecchio avec Esprit Libre. À dans 15 jours.